ma première motivation d'ordre plutôt pédagogique, effectivement, c'était de proposer un vocabulaire, des définitions les plus claires possibles pour permettre aux gens, justement, d'accéder à la philosophie. Et puis j'avais une deuxième raison plus subjective et pour moi plus importante, c'est qu'au fond, j'aime les définitions. Je trouve que c'est un genre intellectuel à part entière. Je sais comme enseignant, ou comme ancien enseignant, et j'ai su d'abord comme étudiant, que de tous les sujets de dissertation, les plus difficiles en règle générale sont ceux qui commencent par la question « qu'est-ce que ?» Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le bonheur? Parce que si la question c'est qu'est-ce que, ça veut dire, disais-je à mes étudiants, que la conclusion doit répondre à la question et donc proposer une définition. Et il est bien plus difficile de proposer une définition du temps, du bonheur, de l'amour, de la liberté, que de traiter un sujet quelconque sur le temps, le bonheur, l'amour, la liberté. J'ai toujours aimé les définitions, donc aussi les dictionnaires, en vérité. Parce que j'ai tenu justement à garder la brièveté qu'on trouvait et chez Alain et chez Voltaire. Il y a 1100 pages, mais il y a 1654 définitions. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque définition fait à peu près 2/3 de page, ce qui pour le coup est extrêmement bref. Alors j'ai fait le calcul pour m'amuser. J'ai divisé 1654, le nombre de définitions, par 365, pour savoir combien d'années il faudrait pour lire ce dictionnaire si on lisait une définition par jour. Eh bien, réponse, résultat, si vous lisez une définition par jour, vous en avez pour 4 ans et demi. Vous avez le droit d'en lire, évidemment, plus d'une par jour. Et pour tout vous dire, j'ai adoré ça. J'ai adoré, justement, cette contrainte de la concision, de la brièveté, de la clarté. Être à la fois le plus pédagogique possible, mais aussi le plus personnel possible. Les bons maîtres, c'est Platon, c'est Aristote, c'est Descartes, c'est Spinoza, c'est Leibniz. Et à nouveau, c'est Montaigne, qui est sans doute le meilleur de tous les maîtres, parce que lui, en plus, ne croyait pas à la philosophie. Et comme chacun sait, c'est la meilleure façon d'en faire. Il faudrait s'arrêter là-dessus, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais enfin, quand même, Spinoza, que je vénère, il écrit l'Éthique, chef-d'œuvre absolu, l'un des 10 plus grands livres de philosophie de tous les temps, démontré more geometrico, à la façon des géomètres. Il est certain que ces démonstrations sont aussi valides que les démonstrations de géométrie. Si c'était vrai, on serait tous spinozistes. Et donc c'est faux. Et donc Spinoza, aussi génial qu'il fut, a été dupe de ses propres démonstrations. Il a été dupe de la philosophie. Voilà ce que j'appelle croire à la philosophie. Comme à une religion ou comme à une science, double contresens. La philosophie n'est bien sûr pas une religion, la philosophie n'est bien sûr pas une science. Et ce que j'aime tellement chez Montaigne, comme chez Pascal d'ailleurs, c'est qu'eux ne croyaient pas à la philosophie. Pascal, qui était un géomètre et un mathématicien de génie, était trop bon mathématicien pour croire en quelque démonstration philosophique que ce soit. Alors là, j'ai pointé Spinoza, que je venais, mais on pourrait dire la même chose de Descartes, ou de Kant, l'un et l'autre qui prétend engager la philosophie sur la voie sûre d'une science, comme dira Kant. Il suffit d'être un bon scientifique pour n'en être pas dupe, c'est pourquoi tout le monde n'est pas kantien, tout le monde n'est pas cartésien.